Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans la meilleure émission féminine et féministe de Westrack Radio, le chant des sirènes. Oui, meilleure émission carrément. Allez. Non, voilà, nos nageoires n'ont pas enflé après 5 années d'émission, c'est juste que nous sommes la seule émission féministe, voire même 100% féminine de Westrack Radio, donc on remporte la distinction sans difficulté. Voilà, on va commencer 2022 positivement, il faut se jeter des fleurs, c'est important. Tout à fait. Et pour couronner le tout, en plus ce soir, en cette période de galette des reines et des rois, c'est de bon ton, on présente notre 80e émission. Bon anniversaire les sirènes. Ouais, bon Happy anniversaire. birthday. On dirait pas comme ça, on fait pas notre âge. Et donc dans le chant des sirènes, voilà, on se retrouve entre sirènes et autres êtres marins plus ou moins gracieux et dociles pour parler d'actualités féministes, de sujets féminins, donner la parole et mettre en lumière les femmes et hommes qui œuvrent pour l'égalité hommes-femmes. Alors, spoiler alerte, les femmes œuvrent plus pour l'égalité que les hommes. Étrangement. On va pas vous tenir en haleine plus longtemps. Et donc ce soir, nous sommes autour des micros pour la première émission de l'année 2022. Des émissions rythmées un lundi sur deux par des interviews, des portraits, des chroniques, des discussions et surtout une sélection musicale aux petits oignons faite par notre maîtresse sirène Marie. Et on va commencer cette année 2022 en douceur. Quelle n'est pas la meilleure saison pour se lever au coin de la cheminée, je prends ma voix plus douce là, ou du radiateur, un bouquin à la main, tandis que le froid et l'obscurité sévissent dehors. Et oui, l'hiver, c'est la meilleure période pour se plonger dans la littérature, dans la lecture. On avait donc envie de vous partager ce soir nos lectures coup de cœur, récentes ou non, des autrices, sous forme de romans, de bandes dessinées, quelles qu'elles soient. Une façon de voir l'expression d'une palette de féminisme aussi nombreux que les écailles sur la queue des sirènes. Donc voilà, vous avez entendu, je ne suis pas seule ce soir pour vous parler de tout ça. Je suis accompagnée de Marie. Bonsoir Marie. Coucou, bonsoir Comment ça tout le monde. va en ce début d'année? Eh ben écoute, ça va, on garde la pêche, l'espoir, il nous reste que ça. On a dit positif. Oui, en non, mais 2022. en positif. Voilà, 2022, année présidentielle, élection, tout ça. Donc non, mais on est motivés et prêts à en découdre. Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, je vais parler d'un petit livre, 3 minutes pour comprendre un peu le féminisme, pour voilà les jeunes femmes en herbe et voilà pour remettre un peu les choses au clair, voilà. Et puis, je vais parler un petit peu d'Amélie Nothomb aussi. Très bien. Et puis une petite playlist fraîche. Bien sûr, comme d'habitude. J'ai hâte. On a hâte de découvrir. Bonsoir Aubéry, comment ça va? Salut, T'as ça va nickel. Passé des bonnes fêtes? Oh mon nickel, Ouais. toujours hyper heureuse pour cette année 2022, pleine d'enthousiasme, de joie, voilà Et quoi. de quoi tu nous parles ce soir? Moi je vais vous parler d'un sujet triste. Non, moi je vais parler de Annie Ernaux, l'événement. Voilà, Très bien. à quel point ça m'a bouleversée. Ok, et ben on a hâte. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir. C'était bien les vacances, tout ça? Ouais, et puis moi comme justement après les vacances de Noël, je suis un peu plus au régime. Marie, elle garde la pêche, moi je garde la banane. Voilà. Excellent. Excellent, ouais, vous êtes bien sur les grosses complémentaires. têtes, sur les chants des sirènes. Voilà quoi. Ok. Et tu nous parles de quoi ce soir du coup? Alors, De banane Non, je vais parler de 2 livres en particulier qui vont nous plonger un petit peu dans les années 80-90. Voilà, quelque chose d'assez vieux qui est sorti en 93 et quelque chose qui est sorti l'année dernière. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer cette émission dans de bonnes dispositions. Alors voilà, toutes et à tous, bienvenue dans le chant des sirènes encore une fois. Welcome on board, installez-vous tranquillement dans la tenue la plus confortable possible et passez 1 heure en notre douce compagnie. Et avant de commencer à plonger dans notre club de lecture féministe, faisons un point sur l'actualité et on va lancer les news. Alors Tiffany, qu'est-ce que tu nous sors dans ta valise des news? Alors, je mets mes petites lunettes de journaliste et que voilà, première info, ça concerne l'endométriose. L'endométriose, c'est quoi? Eh bien, c'est une maladie inflammatoire qui, depuis le 13 janvier dernier, est considérée comme une affection longue durée, soit une maladie reconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la maladie sera maintenant prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Une prise en charge à 100%, vous me dites? C'est un pas en avant, mais quand il n'y a rien côté recherche sur le pourquoi du comment ou surtout sur le comment soulager,
c'est pas non plus ça. Aujourd'hui, 2 principales hypothèses sont formulées concernant l'endométriose. La première, qui est la plus relayée dans les médias, c'est que l'endométriose, c'est l'endomètre, qui est une muqueuse gorgée de sang qui tapisse donc l'utérus, migre sur d'autres organes et qui, lors des règles, s'inflamme et donc saigne. Ce qui fait du coup qu'on saigne littéralement des organes internes, quoi. Et l'autre hypothèse, c'est que les cellules de certains organes se détraquent et se prennent pour l'endomètre et donc saignent lors des menstruations. Aujourd'hui, il n'y a pas une recherche qui est capable de valider l'une ou l'autre à 100%. Tu veux dire comme la recherche pour la contraception masculine, par exemple ? Voilà. Bref, le mieux, c'est que c'est passé en tant que ALD, même si finalement, on ne sait pas encore à quelle échelle ce sera géré, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il existe 3 grands classements d'ALD qui exonèrent de frais avec des protocoles qui varient. Quand on sait que l'endométriose touche entre 10 et 20% des femmes, l'État peut devenir frileux aussi pour lâcher de l'argent, l'assurance maladie surtout, étant donné que nous sommes gouvernés par des hommes. Oui, mais quand même, Emmanuel Macron a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'il allait lancer un grand plan en faveur de la lutte contre l'endométriose. À combien de temps des élections du coup ? Ouais, c'est ça. Voilà. Qui s'est rappelé que la moitié des électeurs étaient des femmes, c'est brillant. On te voit, Manu, on te voit. D'ailleurs, en parlant des élections, deuxième news, la semaine dernière, Christiane Taubira a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle depuis le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, connu pour avoir été le lieu de travail des canuts, les ouvriers de la soie au 19e siècle. Madame Taubira a listé les principaux axes de son projet, à commencer par la jeunesse, puis la justice sociale, l'écologie et la République. Pour le reste, je vous laisse checker son programme, parce que sinon, il faudrait parler de tous les candidats et candidates à des temps précis sur la radio. Donc voilà. Ouais. On va rester là. Chacun chez soi. On va rester entre nous, c'est très bien. Écoute, moi, on va passer en dehors de la France. J'ai vu une information que j'ai trouvée assez positive, un acte assez symbolique qui nous vient d'Écosse. On voyage un petit peu. Une loi vient d'être votée pour gracier les victimes d'assassinats, majoritairement des femmes, qui étaient accusées de sorcellerie entre 1563 et 1736. Donc là, aujourd'hui, une loi vient d'être promulguée pour gracier ces femmes. Donc c'est un geste hautement symbolique. Donc en fait, à cette époque-là, les personnes commettant des actes de sorcellerie étaient étranglées ou brûlées. Sympa. Elles ont été 3837 à être assassinées. Et grâce à l'action de l'association Witches of Scotland et au soutien de la première ministre Nicola Sturgeon, le Parlement a annoncé cette nouvelle en décembre qui permet de faire reconnaître à une échelle nationale la motivation principale de ces massacres, qui était la haine des femmes. Donc voilà, c'est un acte juste symbolique, mais ça méritait d'être souligné. Carrément. Ouais, c'est important, ouais. J'ai une dernière news de mon côté. Du coup, on revient en France, on arrive même au Havre, donc vraiment sur l'endroit où on se trouve, quoi. Alors, c'est local, c'est simple et tout ça. C'est juste que c'est une femme qui a pris la place de chef de la sûreté urbaine de la police au Havre. Elle a 32 ans, elle a 130 personnes sous sa direction. Du coup, moi, je trouve que peu importe le corps de métier, perso, je suis à fond dans le girl power. Carrément, surtout à cet âge-là, c'est à noter. C'est clair. Très bien. Et ben voilà, un mix de positifs et de... Voilà, quand même. On avait dit qu'on faisait que des news positives maintenant. C'est brillant. On n'est pas positif au Covid, mais on est positif pour ce début d'année. Pas encore. On vous redit ça dans quelques jours. Eh bien, on va s'écouter un petit morceau. Marie, qu'est-ce que tu nous proposes en amuse-bouche? Je vous propose une petite pépite qui nous vient de l'île de Wight avec Coach Party. Donc, c'est 2 gars, 2 filles qui pratiquent une musique pop et grunge qui nous replonge dans l'indie des 90s avec entre les Breeders d'un côté et Sonic Youth de l'autre. Un groupe qu'on découvre maintenant avec le morceau Flag qui signifie Feel Like a Girl. You got some pictures of me naked and told your friends like I deserve this, or wanted me to feel complimented. Moving on another victim. She's only young and you're disgusting. You never know where the line is. I've been up all night, I can barely
Et vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et c'était Flag de Coach Party, une sélection musicale au poil sélectionnée par Marie. Au poil de chatte. Voilà. Et non, ce soir, on ne vous parle pas de ça. On vous parle de littérature, contrairement à ce langage extrêmement châtié. On avait envie de vous partager des coups de cœur littéraires. Voilà, c'est un vrai fil conducteur dans cette émission depuis 80 émissions, depuis 5 ans. Oui, je le rappelle, parce que quand même, on est là, on dure et on est toujours aussi content d'être derrière les micros. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle souvent de littérature, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont sortis ces dernières années. Là, vraiment, la littérature féminine, c'est vraiment étoffé. Donc ce soir, on va pas refaire un medley de tout ce qu'il faut lire aujourd'hui. Vous pouvez aller dans une bonne librairie indépendante à côté de chez vous et il y a toujours, là en ce moment, il y a des belles sélections qui sont mises en tête de gondole sur les dernières sorties. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les âges, pour tous les styles. Donc voilà, ce soir, on voulait plutôt vous parler de nos coups de cœur, d'autrices qui nous avaient marqué, de livres qui nous avaient marqué, de choses à partager avec vous. Alors, on ne vous dira pas ce soir que seulement 16 femmes ont reçu le prix Nobel de littérature contre 101 hommes. Non, on vous le dira pas. On vous le dira pas. Que si les éditeurs reçoivent autant de manuscrits de femmes que d'hommes dans leur catalogue, on ne retrouve que 37% de livres d'autrices. On le dira pas. Voilà. Non. Et que côté médiatisation, les articles parus dans la presse littéraire, à peu près 30% sont consacrés aux femmes. Mais ça, on ne vous le dira pas. Non. Voilà. On ne vous dira pas que les femmes, elles sont sous-représentées, moins bien dotées en termes de moyens financiers, en termes de bourses, en termes de prix, en termes de concours, de reconnaissance. Parce que bon, franchement, ce ne serait pas hyper original. Non, voilà. vraiment, ce serait pas très positif. Non, ce ne serait pas très positif. Donc, on va plutôt vous parler des livres qui nous ont marqués, de ce qu'on aimerait vous recommander. Et donc, Marie, on aimerait savoir, toi, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous ? Eh bien, moi, je vais vous parler d'un petit livre, en fait, pour les jeunes filles qui chercheraient à se documenter un petit peu sur le féminisme, et même nous, pour refaire un petit point un peu sur tous les termes et toute l'histoire. Donc, c'est dans la collection 3 minutes pour comprendre, donc je vais essayer de faire ça en 3 minutes. Donc, ça s'appelle 50 courants, théories et figures du féminisme. Donc, c'est de Jess McCabe, qui est journaliste et ancienne directrice, aujourd'hui éditorialiste du site web féministe The F World, qui est reconnu mondialement comme acteur majeur au sein de la pensée féministe. Donc il y a un peu tout, il y a un petit lexique avec des définitions pour devenir incollable sur l'intersectionnalité, la hiérarchie, le patriarcat, l'hétérosexisme, le féminisme queer. Les illustrations, elles sont super jolies. Ça retrace un petit peu toute l'histoire du féminisme. Il y a plein de petits portraits aussi de militantes. Alors ça va des classiques à Voltairine de Claire, en passant par Simone Veil, mais aussi plein d'autres hyper intéressants, plein de courants différents. Et voilà, c'est super intéressant, c'est facile à lire et voilà. Et puis ouais, c'est plutôt chouette. Et puis le livre a l'air joli, vu d'ici. Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous le voyez de chez vous. Voilà, vous voyez. Mais c'est vrai que toutes les illustrations, elles sont super cool. Et donc voilà. Un petit livre à offrir, voilà. Bon, on est déjà sur une couverture assez classique avec ce symbole féministe en plein milieu, quoi. Voilà, puis c'est 3 minutes pour comprendre, donc ça répète 3 fois la même chose sur chaque page. C'est pour bien que tu comprennes chaque théorie et tout ça. Alors, en même temps, il y a tellement de littérature, il y a tellement de choses un peu didactiques, pédagogiques sur le féminisme et tout, que finalement, on en lit partout, mais on ne retient pas grand-chose nous concernant. Donc, et puis il n'y a pas que les féministes blanches entre guillemets, il y a aussi toutes les afro-américaines, enfin voilà, il y a plein de références. Après tu peux aller rechercher justement toute leur biographie parce que ça a l'air très intéressant. D'ailleurs je repiocherai dedans, je pense, pour d'autres émissions. Exactement. Très bien, donc c'est un bon livre. Oui, tout à fait. Et puis je voulais vous parler aussi un petit peu d'Amélie Nothomb parce que je me suis acheté aussi pour Noël son dernier bouquin là, Premier sang, parce qu'en fait c'est vrai que elle est considérée en fait un peu partout dans le monde quand même, surtout en Angleterre, en Belgique, comme une autrice importante. Mais en France, elle est un peu snobée, quoi. On lui colle souvent une étiquette de faiseuse de best-seller, d'écrivaine populaire, avec le petit côté un peu négatif, péjoratif. Mais pourquoi justement ? Alors, est-ce que c'est parce que elle est excentrique, Amélie Nothomb, quand on la voit, elle a un look gothique, elle a des chapeaux, des tenues assez extravagantes, avec son teint blafard et puis ses lèvres rouges sang. Mais la petite dame quand même, elle a écrit
officieusement une centaine de romans, pour seulement 30 qui ont été publiés. Alors elle commence en 92 à 26 ans, donc elle secoue un peu la rentrée littéraire avec son premier roman qui s'appelle Hygiène de l'assassin. Et donc 29 ans plus tard, elle décroche avec son dernier bouquin en date, Premier sang, donc son 30e livre, le prix littéraire prestigieux, le Renaudot. Voilà, bon, elle est excentrique, elle est originale. Là, effectivement, où la littérature préfère les auteurs discrets, sérieux, voire ennuyeux, elle détonne. Et oui, on est loin de l'écrivain dépressif ou alcoolique avec son costume en velours côtelé. Même si ce cliché est dépassé depuis un bout de temps, les excentriques sont légion en littérature, mais on y trouve quand même peu de femmes. Et pour cause, même si on accepte sans broncher que les romanciers aient un sens aigu du baroque ou tiennent des propos décalés, voire subversifs, rares sont les romancières à s'y essayer. Alors, hormis Françoise Sagan, qui a été beaucoup moquée, peu étudiée et jamais récompensée, ou Virginie Despentes, femme badass, s'il en est, hein, bien sûr, les écrivaines ne se présentent presque jamais sous l'angle transgressif. Parce que ça plaît pas trop à la littérature française, quand ça rentre pas dans les codes, etc. Mais cette femme, elle est quand même une boulimique de l'écriture, quoi. C'est vraiment sa drogue. Je lisais une interview d'elle où elle raconte un peu sa vie. Donc elle se lève tous les jours à 4h du mat', elle prend son petit thé. Ça, c'est excentrique. Et là, elle se met à écrire pendant au moins 4 heures. Et là, elle prend son pied. Pour elle, c'est vraiment une transe, en fait. Mais quand même, 365 jours par an, 365 jours, elle se lève tous les matins à 4 heures. Elle explique qu'une fois, elle l'a pas fait, elle était complètement pas bien. Ah ouais. Et même elle se prend une cuite et tout ça, elle se lève à 4 heures du mat. Et voilà, c'est un peu son instant privilégié, face à la page blanche. Même si elle stresse à chaque fois quand elle boit son petit thé, elle dit « Oh, je vais pas y arriver », la page blanche, elle le connaît pas trop. Alors après elle écrit pendant 4 heures et après elle va souvent dans son petit bureau chez son éditeur historique qui est Albin Michel pour répondre aux courriers de ses lecteurs. Elle est un peu ouf. Elle adore ça, elle correspond avec à peu près 2000 de ses lecteurs, quoi. Donc, quand même, t'es là, waouh. Et puis elle écrit avec une précision de métronome. Elle publie donc à chaque rentrée littéraire un livre. Donc tous les ans elle publie un livre. Elle remplit les étagères des librairies et les caisses de son éditeur avec ses quelques 20 millions d'exemplaires vendus depuis le début de sa carrière. Elle appartient donc au cercle des gros vendeurs. Sa longévité, sa périodicité en font un phénomène singulier aussi. Donc c'est peut-être pour ça que elle a un peu Amélie Nothomb, du coup, elle défriche tous les genres. Elle s'exerce à tous les styles. Elle colonise toutes les strates de la littérature. Donc elle est dramaturge avec les Combustibles en 94. Elle s'essaie aussi aux contes, aux nouvelles, mais c'est en tant que romancière qu'elle trouve son terrain de prédilection, avec 8 livres qui éclairent son parcours, parce qu'elle fait beaucoup aussi d'autofiction et d'autobiographie. Voilà, avec La métaphysique des tubes, Stupeur et tremblement, où parce que elle est issue d'une famille de l'aristocratie belge. Son père était consul en Japon, un peu partout dans le monde. Elle a vécu beaucoup au Japon pendant 17 ans, je crois, là-bas. Et voilà. Et son dernier en date, donc Premier sang, où elle revisite l'histoire familiale par le biais justement de son père. Et puis ces 20 autres sont plus de la fiction, plus ou moins réaliste. Mais non contente de puiser à travers tous les genres, elle braconne sur les terres du réalisme aussi, de l'anticipation, du merveilleux. Elle s'amuse à jongler avec les genres et les styles. Alors entre le monologue intérieur du Christ dans son livre Soif, elle met en scène aussi un jeu de correspondance imaginaire entre elle et un soldat américain basé en Irak. Voilà, la critique française du coup aime pas trop non plus le mélange des genres comme ça, quand tu peux pas être classifié trop, voilà. Puis elle expose souvent aussi sa personne dans une multitude d'autoportraits dispersés dans le temps et l'espace, entre sa petite enfance, son âge adulte, ses premiers amours, la Chine, le Japon, etc. Jusqu'à son dernier livre, là, Premier rang, qui parachève aujourd'hui cette plongée intime en brossant la biographie de son père. Alors elle est brillante, c'est toujours cynique et drôle. Ses personnages ont toujours des noms incroyables.
incroyable et drôle. Et donc voilà, sur les 7 romans imprimés en 30 ans, 4 ont pour source ont pour source sa propre vie, comme Stupeur et Tremblement. Et puis voilà, donc c'est sans doute là en fait sa véritable singularité littéraire, on va dire. Et voilà, je vous conseille d'en lire pas mal. Moi j'avais adoré Les Catilinaires, Mercure. Stupeur et Tremblement, j'en ai un bon souvenir aussi. Il y a eu un film aussi. Et je savais pas qu'elle vivait qu'elle était mariée avec Frédéric Becbédé. Ah bah ça, je suis surprise, ouais. Parce qu'en plus, j'allais faire le parallèle, parce qu'en effet, à l'époque où elle est un peu sortie dans l'actualité, qu'on la voyait plus sur les plateaux télé, je sais pas, ça devait être dans les années 90 peut-être, un truc comme ça. Ouais. Et en effet, elle était un peu montrée un peu comme la sorcière, justement, un peu comme la femme un peu mystique. Elle était invitée aussi parce qu'elle faisait un peu le rôle de l'original, et forcément, c'était rafraîchissant, quoi. C'était distrayant. Et c'était un peu l'époque aussi, tu avais Becbédé qui sortait, et qui, pareil, il jouait un rôle aussi un peu d'excentrique. Et les deux étaient sont arrivés un peu au même moment dans une nouvelle phase d'auteur et d'autrice. Carrément. Donc, ok, très bien. D'ailleurs, merci Marie. Puis vu qu'elle a 30 livres, je pense que vous allez forcément trouver un qui va vous plaire. Après, c'est écrit, la mise en page c'est écrit très gros, ça se lit très vite, c'est assez populaire, mais les descriptions sont très bien. Il y a de la fiction et des choses réelles, pour tous les goûts. Exactement. Merci Marie. Je vous en prie. Et justement, c'est l'occasion de rappeler que cette semaine, débute le festival littéraire Le Goût des Autres au Havre, qui est quand même un festival littéraire de grande qualité. Il y a des lectures, des rencontres avec des auteurs, des autrices. Il y a pas mal de femmes qui sont programmées cette année. Christine Angot, Leila Slimani, Nora Hamzaoui, Shana Haddad, dont on avait parlé ici, et plein d'autres. Il y a aussi des formes un peu plus originales, musicales, des choses pour les enfants. C'est quand même un festival de littérature de grande qualité. Donc ça se passe cette semaine, c'est les 10 ans du festival. Et il y a plein de rencontres, et n'hésitez pas à y aller. Donc, on va continuer notre petit chemin littéraire, et avant, on va s'écouter un deuxième morceau. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors, on va écouter un morceau de Jordana and TV Girl. C'est un duo qui est basé à Los Angeles. Ils ont sorti un album autoproduit de 7 titres avec un tas de chansons pop mélodiques réalisées dans une ambiance pop indie, un peu dream pop. L'atmosphère vintage fait également partie de leur musique, bien emballée, intime, sensible et naturelle. On vérifie ça tout de suite avec le morceau Summer's Over. Good to meet you, nice to know you, nice to know you, nice to know you.
Et vous êtes de retour sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, notre émission, votre émission favorite féministe et féminine, et la nôtre aussi, puisque c'est nous qui la faisons. Et donc, on vient d'écouter un morceau, Marie, j'ai oublié le nom. Jordana and TV Girl, et qui s'appelait Summer's Over. Ah ouais, c'était très bien, parfait pour ce petit... Voilà, un petit peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, un peu de doux, lumière, un peu de tout ça, parfait. Et donc Tiffaine, toi tu voulais nous partager une histoire de banane, c'est ça? Exactement, C'est toujours, bien vendu, ça. toujours debout, toujours la banane, tout ça, enfin non, rien à voir. Non, pour l'émission du coup d'aujourd'hui, j'ai pas choisi un livre, mais deux. Le premier, c'est un classique du genre, il est violent, il est révolté. Et le second, il est plus doux, plus mélancolique et plein de doutes finalement. C'est tout toi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux livres? Eh bien, ils nous parlent des années 80-90. Autant vous dire que c'est une époque que je n'ai pas connue, car vous étiez peut-être en train de manifester dans les rues en 95, mais moi j'apprenais tout juste à respirer. 95, en 0 pour moi, en 22 pour ma mère. Le premier livre que j'ai choisi est sorti du coup 2 ans avant 95. Il est punk, il est crade, il est anarchiste, il incarne l'idée finalement que je me fais des années 80-90. Tout ça teinté de féminisme vengeur. Ce livre, c'est Baise-moi, sorti en 93, donc, et signé Despentes. Je crois que ce livre a été ma porte d'entrée chez Despentes, et de façon générale, une porte d'entrée à mon féminisme. Il m'évoque la colère, le désir de reprendre ce qu'on nous a appris. Finalement, je me dis que c'est un petit peu comme ça aussi que mon féminisme a commencé, en colère. Mon deuxième choix est bien plus récent, puisqu'il s'agit d'un livre sorti l'année dernière. Il évoque le féminisme au travers des générations, du regard qu'on a, ce qu'on lui apporte et surtout la peur pour les générations futures. Ça parle des non-dits d'hier et des trop-dits d'aujourd'hui. Il retrace la jeunesse d'une femme qui a évolué donc dans les années 80-90. Cette femme, c'est Ovidie. Et Ovidie, elle a écrit son livre, c'est celui dont je parle, c'est Les cœurs insolents. Personnellement, j'ai adoré ce livre, que ce soit l'histoire d'Ovidie, les dessins d'Audrey Lenné ou la préface de Wendy Delorme. Cette dernière écrit d'ailleurs, je cite, « Je suis de celles qui ont grandi avec les capotes et la peur du sida, mais pour qui baiser était signe de libération. De celles qui ont cru que sucer, se laisser prendre en levrette, plaire à un maximum de garçons, c'était libérateur et c'était exercer son libre arbitre. » Finalement, moi je pense que c'est aussi une génération qui se trouvait entre les baby-boomers et la génération X. Une génération totalement livrée à elle-même avec la liberté prise en 68. Une génération qui, quand on regarde, n'a pas de nom. Ce roman graphique est tout aussi violent que Baise-moi, mais nous offre beaucoup plus de recul que le premier. Dans les deux, on a un fil conducteur, le consentement. En fait, Ovidie a une fille aujourd'hui qui est en pleine adolescence et elle peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec son propre vécu. Et je pense que ça arrive à toutes les mères finalement. Mais alors pourquoi ces deux livres qui nous parlent clairement d'une époque que je n'ai pas connue me plaisent autant ? Eh bien, je pense que ces œuvres me permettent aussi de comprendre les fondements de mon éducation, car mine de rien, la première femme que j'ai connue, la première que j'ai pris pour modèle, c'est ma mère, et elle fait partie de cette génération sans nom. De celles qui ont grandi et évolué dans une époque où tout ce qui comptait, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui le male gaze, le regard des hommes et leur avis. Où se faire violer ne désignait que le viol dans la rue, par un inconnu, et non pas le non-consentement d'aujourd'hui. Si Baise-moi a su éveiller ma flamme féministe, Les cœurs insolents a su délimiter le brasier. Je n'ai pas à être en colère contre les générations d'avant, parce qu'elles n'en font pas autant que moi, parce que certaines ne comprennent pas ce qu'on fait aujourd'hui, ou parce que foncièrement, il y en a qui vont carrément dans le sens inverse. Non, je n'ai pas à leur en vouloir. Chacun a son histoire, chacune a son histoire, son éducation, son vécu. Ce qui compte, ce sont ses propres convictions, son propre combat et être en phase avec ça. Je crois que de lire des œuvres venant ou parlant des années 80 et 90 m'a surtout permis, à moi, de tourner une page, de comprendre d'où une partie de moi venait et vers où est-ce qu'elle tend à aller. Finalement, je ne sais pas trop où je vais. Alors, je vais finir avec un conseil. Lisez ce qui vous parle. C'est très bien dit, Tiffaine. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est une période qui est finalement moins évoquée quand on parle de féminisme. Les années 80-90, on parle souvent des années 70. Et il y a plein de choses à ressortir. Ce que tu dis pas trop, c'est qu'Ovidie, c'était quand même une actrice porno, ouais. Voilà, à une époque. Et après, voilà,
aussi beaucoup témoigné sur ça. Elle a permis aussi une libération de la parole sur ces métiers-là. Aujourd'hui, elle intervient dans les écoles et tout ça aussi. Ouais. Et justement, elle questionne beaucoup aussi les jeunes d'aujourd'hui sur les questions de consentement et leur regard sur l'utilisation des réseaux sociaux. Dans le livre, elle dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient et qui se passent toujours aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on a des mots pour en parler. Exactement. Et on a des moyens de la médiatiser. Et c'est pour ça aussi que la préface est très bien, parce que je trouve qu'elle résume très très bien ce livre avec un deuxième regard où il y a... Et en fait, c'est un peu une boucle aussi. Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais du coup, on est quand même face à une mère qui se pose des questions sur le futur de sa fille. En réalité, sur... moi, j'ai vécu certaines choses, tu l'as dit, tu vois, elle a été actrice porno, puis il s'est passé plein de choses assez terribles qui s'est passé pour beaucoup de femmes aussi de ces années-là, puisque en fait, la parole n'était pas déliée, quoi. Et donc, elle flippe un peu, elle se pose plein de questions. Et de l'autre côté, en fait, elle en veut à sa mère de pas être féministe comme elle voit le féminisme. Parce que c'est encore une autre génération. Mais c'est ça, en fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est que tu peux pas en vouloir à tes aînés, à tes précédents, parce que la période n'était pas la même. Ouais, faut resituer à chaque fois dans le contexte. C'est pour ça aussi que sa mère lui dit non mais tu sais, moi je le prends bien en fait qu'un homme ouvre une porte. Toi tu trouves que du coup c'est sexiste. Mais dis-toi que moi je suis née à une époque où on n'avait pas le droit d'embrasser un garçon dans la rue. Et du coup, il faut juste aussi à chaque fois contextualiser les époques et ce qui était possible de faire ou pas. Il y a aussi cette histoire d'homosexualité où elle dit moi j'ai grandi à une époque où quand j'étais adolescente, l'homosexualité c'était plus illégal, mais en même temps c'était pas illégal d'être homophobe non plus. Oui, c'est en ça que la transmission, elle est ultra importante, la transmission orale, mais aussi c'est en ça que toute la littérature et les choses restent, et ça permet aussi pour les générations d'aujourd'hui de voir ce qu'il en était les générations précédentes, et c'est bien tout l'intérêt de la littérature. Voilà, moi merci beaucoup Tiffaine pour ce partage très, très sincère et très émouvant, comme d'habitude. Positif. Et voilà, très positif. Non, mais tout à fait, c'est un bel hommage. Ça me donne envie de le lire en tout cas. Mais carrément. Olivier a fait aussi beaucoup de documentaires. Faudrait que je les regarde. Honte à moi, d'ailleurs, j'en ai pas vu encore. Mais non, mais c'est vrai. On se fera un ciné-club là. Ouais, grave. Il faut qu'on lance ça, un ciné-club des sirènes. On pourrait inviter l'émission qui parle de cinéma, j'ai oublié le nom. Maintenant, il y a Movie sur le grill, mais il y a plus de ciné-club. Il n'y a plus de ciné-club, d'accord. Voilà. Bon. Et ben on va devoir encore faire les choses. Allez, on va faire les choses à la place des autres. Voilà. Bon, de toute façon, on est là au moins encore pour quelques émissions. Oui, au moins 80 encore. Sinon, on fait mieux, on filme l'émission. Non, c'est bon, merci. Marie, du coup, on va écouter un morceau après cette belle intervention de Tiffaine. Tout à fait. Et ça va dépoter avec une blonde incendiaire, 3 musiciens à la coupe mulet, un seul mode d'emploi appliqué de toute urgence: jouer, boire, brailler et recommencer. Rangé derrière la pétroleuse Amy Taylor, le quatuor australien débraye un punk rock nerveux et revendicatif qui ne laisse personne indemne. Après avoir rongé son frein à Melbourne pendant le confinement, Amyl and the Sniffer, un nom emprunté au nitrite d'amyle, mieux connu sous le nom de Poppers, très à la mode en ce moment, débarque pour réveiller tout le monde avec un shoot de rock puissant et imparable. C'est fou comme ça fait du bien. On écoute tout de suite Hertz de Amyl and the Sniffers. Take me to the beach.
voilà, vous êtes de retour sur le chant des sirènes sur Westrack Radio. C'était Amil and the Sniffers qui chantait Hertz, une sélection de Marie. Tout à fait, et je remercie Sandrine qui m'a conseillé d'écouter ce groupe. Eh bien, merci Sandrine, encore une belle sélection musicale. Et donc ce soir, on parle de littérature, de nos coups de cœur, des livres qui nous ont marqués, des autrices qui nous ont marqués. Et donc, Aubery, tu voulais nous parler d'un ouvrage en particulier. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué. Donc, il est assez court, il fait une centaine de pages. Je l'ai lu il y a quelques années sans vraiment m'attendre à grand-chose. Et finalement, il est resté gravé dans un petit coin de ma tête, probablement à tout jamais. Ce livre, c'est L'événement d'Annie Ernaux. Donc, comme quasiment tous ses romans, c'est un récit autobiographique. C'est un très court récit qu'elle a rédigé à l'aide du journal qu'elle tenait à l'époque et qui est ponctué de ses réflexions du moment où elle écrit, donc en 2000. L'épisode qu'elle raconte dans L'événement, c'est celui de son avortement en janvier 1964. À cette époque, elle est étudiante en lettres à Rouen, mais surtout à cette époque, l'avortement est illégal. Puisqu'en janvier 1964, c'est pile poil 11 ans avant la légalisation de l'avortement en France, grâce à Simone Veil entre autres. Aucun autre bouquin d'Annie Ernaux ne m'a fait cet effet. Ici, elle se livre sans filtre, avec honnêteté, sur cet événement qui a bouleversé sa vie. On comprend la colère, la solitude, le sentiment d'abandon, de honte, d'incompréhension, mais aussi de fierté de cette étudiante qui est allée au bout de quelque chose. Un quelque chose qu'elle refuse de nommer à l'époque. Elle ne parle pas de grossesse, mais de la chose ou de ça. Elle ne parle pas non plus d'avortement, parce qu'elle ne sait même pas à qui demander de l'aide. On découvre un peu l'envers du décor à travers son témoignage sincère. On découvre cet envers du décor entre le regard naïf de l'étudiante qu'elle était à l'époque et le regard d'adulte de l'autrice de 2000. Ce mini-roman autobiographique, c'est un peu un éclairage historique et social sur la condition des femmes de cette époque. Enfin, plutôt sur la condition des femmes qui souhaitent avorter dans un pays où c'est pas encore légal. Et malheureusement, ce livre résonne encore pas mal d'actualité dans un bon nombre de pays. D'après l'organisation Amnesty International, et je vais vous donner maintenant des chiffres, on estime que 60% des femmes à travers le monde n'ont pas encore accès librement à l'avortement, et que toutes les 9 secondes, une femme pratique un IVG clandestin dans le monde. Plus les gouvernements et les mouvements ultra-conservateurs et populistes montent, plus les droits des femmes reculent. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, le droit à l'avortement n'est pas inscrit dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Ce sont les États qui ont la possibilité de réguler de manière législative le droit de l'avortement. Donc aujourd'hui, sur 27 États membres, 24 ont légalisé ou dépénalisé l'avortement, sans besoin de justification de la part de la femme qui décide de recourir à l'IVG. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas. Plus de la moitié des pays ayant fixé cette limite à 12, comme la France. Il n'y a qu'à Malte que l'IVG est totalement interdite, quelle que soit la situation. Les contrevenants, donc les femmes ayant avorté ou les médecins ayant pratiqué une IVG, requièrent jusqu'à 3 ans de prison ferme. En Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère depuis janvier 2021. Donc l'année dernière. Et puis il y a les pays où c'est un petit peu plus pernicieux, comme en Italie, où l'avortement est certes autorisé, mais où 70% des médecins appliquent cette clause de confidentialité, rendant l'accès à l'IVG difficile pour 80% des femmes qui souhaitent avorter. Or, plus il est difficile d'accéder à un médecin qui accepte de pratiquer une IVG, plus il y a de risques de dépasser le délai légal, et donc plus on risque de ne pas avorter. C'est malin, hein. Donc lire L'événement d'Annie Ernaux, c'est comprendre ce que c'est que de vivre dans un pays où l'avortement est illégal. Tout faire pour trouver l'argent ou l'adresse sans se faire griller. Avoir besoin d'aide sans savoir à qui la demander. Être seul quand on a justement besoin d'être accompagné. Prendre tous les risques pour se débarrasser de ce qu'on ne veut pas. Se sentir moins que rien, comme Annie quand elle sort du cabinet du médecin qui fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle veut. Et là, je vais vous lire un petit extrait. Les filles comme moi gâchaient la journée des médecins, sans argent et sans relation, sinon elles seraient pas venues échouer à l'aveuglette chez eux. Elles les obligeaient à se rappeler la loi qui pouvait les envoyer en prison et leur interdire d'exercer pour toujours. Ils n'osaient pas dire la vérité, qu'ils n'allaient pas risquer de tout perdre pour les beaux yeux d'une demoiselle assez stupide pour se faire mettre en cloque. À moins qu'ils n'aient sincèrement préféré mourir plutôt que d'enfreindre une loi qui laissait mourir les femmes. Mais tous devaient penser que, même si on les empêchait d'avorter, elles trouveraient bien un moyen quelque part. En face d'une carrière brisée, une aiguille à tricoter dans le vagin ne pesait pas bien lourd.
Voilà. Et j'aimerais aussi que toutes les personnes qui s'opposent au droit à l'avortement réalisent que lutter contre sa légalisation n'empêche pas les femmes d'avorter. Comme en témoigne Annie, page 58. Le lendemain matin, je me suis allongée sur mon lit et j'ai glissé l'aiguille à tricoter dans mon sexe avec précaution. Je tâtonnais sans trouver le col de l'utérus et je ne pouvais m'empêcher d'arrêter dès que je ressentais de la douleur. Je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas seule. J'étais désespérée par mon impuissance. Je n'étais pas à la hauteur. Rien, impossible ou quoi, je pleure et j'en ai plus que marre. Il se peut qu'un tel récit provoque de l'irritation ou de la répulsion, soit taxé de mauvais goût. D'avoir vécu une chose, quelle qu'elle soit, donne le droit imprescriptible de l'écrire. Il n'y a pas de vérité inférieure, et si je ne vais pas au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir la réalité des femmes et je me range du côté de la domination masculine du monde. Après mon essai infructueux, j'ai téléphoné au docteur N. Je lui ai dit que je ne voulais pas le garder, que je m'étais abîmée. C'était faux, mais je voulais qu'il sache que j'étais prête à tout pour avorter. Il m'a dit de venir immédiatement à son cabinet. J'ai cru qu'il allait faire quelque chose pour moi. Il m'a accueillie silencieusement, la figure grave. Après l'examen, il a déclaré que tout allait bien. Je me suis mise à pleurer. Il était prostré à son bureau, la tête baissée, l'air bouleversé. Je pensais qu'il luttait encore et qu'il allait céder. Il a relevé la tête. Je ne veux pas savoir où vous irez, mais vous allez prendre de la pénicilline. 8 jours avant, 8 jours après. Je vous fais l'ordonnance, je ne vais plus vous voir. Voilà. C'est un peu le livre qui m'a bouleversée. Alors là, évidemment, je vous ai lu les extraits les plus choquants. Voilà, c'est comme ça qu'on vend. Mais j'ai trouvé ce bouquin hyper touchant parce qu'elle en fait pas des caisses. Elle raconte vraiment et on sent qu'elle le fait avec émotion. Et surtout, ça rappelle aussi que c'était à une époque où il n'y avait pas Internet, donc ça veut dire que c'était du bouche à oreille, il fallait trouver des infos sans se faire griller, qu'on pouvait se faire balancer, que dès que les gens comprenaient, on était un peu taxé de la fille qui a couché et donc la fille qui vaut rien. Et voilà, c'est une centaine de pages et je pense que ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce bouquin-là. Pour se rappeler, en tout cas pour savoir ce que c'était à l'époque où on n'avait pas le droit d'avorter. Exactement, c'est important de se remémorer le passé pour se rendre compte de la chance qu'on a de l'évolution du présent et que c'est le droit à l'avortement, c'est toujours quelque chose qui, même en France, même s'il est autorisé, est toujours en danger. Donc il faut continuer à se battre pour ça. Et il y a peu de témoignages en soi et elle en parle aussi dans le livre parce qu'évidemment elle va à la bibliothèque vu qu'il n'y a pas internet, il n'y a personne, donc elle va à la bibliothèque, elle cherche avortement tout simplement et elle se rend compte qu'en fait il y a comme une espèce d'ellipse entre le moment où la femme est enceinte et le moment où elle ne l'est plus et qu'elle ne sait pas comment ça se passe, elle ne connaît rien et c'est voilà, et en fait on se rend compte qu'on n'entend jamais des témoignages de cette époque-là et que malheureusement c'est toujours un peu d'actualité. Oui, donc tout à fait, on n'en parle pas beaucoup, même si on sait que maintenant c'est autorisé, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est autorisé, mais c'est souvent remis en question. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Enfin, là, du coup, on arrive. C'est fini la phrase de on est en 2021 et non, on est en 2022 et non mais je veux dire on est quand même un pays très développé etc. Samedi dernier il y avait quand même une marche pour la vie, donc sous-entendu une marche contre l'avortement à Paris. Ouais, non mais c'est... On en est encore là, quoi. Donc, et des fois, je me dis, c'est des manifs qui vont réunir beaucoup plus de personnes que des manifs sur l'écologie. Enfin, non, peut-être pas quand même. Mais il y a quand même beaucoup de gens, selon... Enfin, voilà, non, mais tous ces droits acquis, c'est fou, quoi. C'est encore fragile, quoi. On sent que... Et puis, c'est le genre aussi de... En fait, comment quelqu'un peut manifester contre les droits individuels de quelqu'un d'autre, quoi. C'est surtout ça, c'est... Ouais. Eh bien, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Tout à fait. Eh bien, merci Aubery pour cette positif. Non, mais c'est une lecture vraiment qui est importante à avoir en tête et qu'il faut transmettre. Eh bien, on va écouter un autre morceau de la petite playlist de Marie. Oui, un petit morceau tout doux, un morceau hypnotique qui nous vient de pas très loin, de Rouen. Ça s'appelle The Mind is Something Delicate, qui est le projet solo de la talentueuse Aurélie, qui est aussi chanteuse et compositrice du trio Gloria Kills, et qui nous propose une musique électropop planante pour bien commencer l'année. On va écouter le morceau qui s'appelle Run. Just
Vous êtes de retour sur le chant des sirènes sur Westrack Radio, votre émission féministe préférée. Ce soir, on vous parle de littérature avec toujours une sélection musicale très, très variée. Ouais, on vient d'écouter The Mind is Something Delicate. Voilà, merci parce que j'avais pas du tout retenu. Non. T'inquiète, heureusement que t'es là. On l'avait pas. 80 émissions de connivence. Tout à fait. Voilà. Et donc on vient de partager des coups de cœur, des transmissions d'œuvres de littérature qu'on a envie de partager avec vous. Alors bien évidemment, on peut pas être loin d'être exhaustif, mais on avait envie de partager tout ça. Et moi, je voulais, pour terminer l'émission, vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle J'aimerais te parler d'elle. C'est le titre, J'aimerais te parler d'elle, de Sophie Carquin avec des illustrations de Pauline Duhamel. C'est plutôt un roman graphique, on va plutôt le classer là-dedans, qui s'adresse aux plus jeunes filles ou garçons, je dirais dès 10 ans. C'est annoncé à partir de 6 ans, mais je trouve que c'est un peu tôt quand même pour bien comprendre. Et ce livre, c'est un peu Les culottés de Pénélope Bagieux. Donc on en a beaucoup parlé ici. Les culottés, donc c'est plusieurs tomes d'ailleurs, illustrés et écrits par Pénélope Bagieux. C'est une série de portraits de femmes fortes et féministes qui ont marqué l'histoire. Mais là, ce livre qui s'appelle J'aimerais te parler d'elle, il s'adresse vraiment à un public plus jeune. C'est des portraits, mais c'est abordé de façon un peu plus accessible. Et donc, par ordre chronologique, Sophie Carquin, elle raconte aux enfants d'aujourd'hui 50 histoires vraies de femmes proches de nous. Donc, qu'elles soient aventurières, Calamity Jane, Alexandra David-Néel, scientifiques, Jane Goodall, Margaret Hamilton, artistes, Agnès Varda, Emma Watson. Voilà, il y a aussi vraiment un pendant contemporain. Ou militantes, Rosa Parks, Malala Yousafzai. Elles ont toutes eu un jour l'audace d'élever la voix, d'agir seules ou collectivement pour faire avancer les droits des femmes. Donc on est vraiment, si vous nous écoutez ce soir, que vous avez déjà lu Les culottés de Pénélope Bagieux, on est vraiment dans la même dynamique, mais vraiment adapté à un public plus jeune. Et pour chaque femme, il y a son itinéraire en histoire, c'est une page, avec une illustration d'un moment phare de son existence, avec des très jolies illustrations, d'ailleurs qui m'ont beaucoup fait penser à l'univers de Louise Gano, qui est une illustratrice havraise sirène. À qui on fait un gros bisou. Voilà, si tu nous entends, Louise, tu es bienvenue quand tu veux. Et il y a toujours une petite leçon de vie. Alors, des fois, c'est un peu cucu, un peu tiré par les cheveux, mais je trouve que pour des jeunes ados de 10 ans, des pré-ados de 10 ans, filles ou garçons, ces petites leçons de vie, qui disent... il faut que tu aies confiance en toi. Et je pense qu'à force d'asséner ce genre de choses, ça finit par rentrer. Voilà. Ça mange pas de pain. Ça a fini par rentrer à un moment. Et donc, j'ai trouvé que c'était une jolie entrée en matière dans la culture féministe pour les plus jeunes. Même si, bien évidemment, les portraits sont un peu survolés, mais là, c'est pas forcément la question. Ça permet plutôt d'éveiller une conscience. Et je vous en parle parce qu'en fait, c'est une petite anecdote de la vraie vie que j'ai vécue. Ma nièce l'a reçu en cadeau à Noël, et donc c'est même pas moi, la vieille tata féministe, qui lui a offert d'ailleurs. C'est sa mère qui est absolument pas féministe pour un sou. Donc à force comme on dit, d'assigner des choses, ça finit par rentrer. Forcément c'est ma nièce, donc c'est une jeune fille de 11 ans exceptionnelle, très curieuse et avide de lecture, mais pas encore franchement éveillée sur la question féministe. C'est hyper jeune, pas trop éveillée. Et avec ce livre, elle a des exemples hyper concrets de l'évolution de la place des femmes dans la société. C'est surtout ça qui prime dans ce livre-là. Et exemple, lorsqu'un soir, à table, sa mère sert la famille à dîner, et par pur hasard, elle sert d'abord les garçons de la maison, ma nièce, elle s'offusque et écrit à l'injustice. Elle dit « dans l'ancien temps, je la cite, les femmes servaient les hommes en premier pour qu'ils mangent chaud, et les femmes, elles mangeaient plus froid. Alors, c'est pas juste. Moi, je voudrais être servie en premier. » Et du coup, c'est quelque chose qu'elle avait lu dans le livre. Elle n'avait jamais forcément fait état de ce genre de choses à la maison, d'injustice, des choses comme ça. Et j'étais hyper fière qu'elle ait retenu ça et qu'elle le sorte. Et je pense qu'elle en parlera certainement peut-être à des copains, des copines à l'école et qu'elle le ressorte. C'est un tout petit pas pour la femme. Une petite graine. Mais un grand pas pour l'humanité. Donc, je vous recommande chaudement pour les plus jeunes cet ouvrage qui permet de poser une petite graine. Trop chouette. Voilà, c'était mon petit coup de cœur récent. Eh bien, on va achever cette émission club de lecture, book club. Prochaine fois, on fera peut-être un ciné-club. On se retrouvera pour d'autres émissions bientôt avec des thèmes
tous plus bigarrés les uns que les autres. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié nous écouter. N'hésitez pas à partager notre émission. Moi, j'ai adoré. T'as écouté, moi nous écouter, aussi, moi aussi, je crois que c'était J'ai pas envie mal. de lire tous les livres là. Oui, complètement, ça fait du bien. Ouais. Et puis bonne année. Hein. Bonne année. Ah oui, au fait, La bonne santé année. surtout. Et La la santé. santé. Soyez positifs. Soyez positifs. Enfin. Pas trop. Et donc, on va se quitter en chanson. Marie, tu vas nous parler de quel groupe? Alors, on va écouter un groupe qui s'appelle Porridge Radio, qui est né dans la chambre de la chanteuse et compositrice Dana Margolin. Donc, dans sa chambre où elle enregistrait ses chansons et commençait à les jouer aux soirées open mic dans les bars de Brighton. Ses concerts l'ont forgée, elle a pris confiance en son talent de performeuse et de songwriter. Tout cela l'a poussée à former un groupe, Porridge Radio, inspiré par ses relations, son environnement, particulièrement la mer, et ses amitiés avec les membres du groupe. Dana a su trouver son style distinctif d'indie pop, mêlant romantisme, rage, mélodie addictive. On écoute tout de suite Sweet pour finir en douceur. Et on se retrouve dans 15 jours. Bonne Gros soirée. bisous. Et soyez positifs. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. And sometimes I am just a child writing letters to myself, wishing out loud you were dead and then taking it back. And I used to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. And my mum gave me this pen. She said it lights up when you press it. And are you still so depressed? And I like it that you need. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You might even fall in love. I am charming, I am sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You might even fall in love. And my mum gave me this pen. She said it lights up when you press it. And are you still so depressed? And I like it that you and you are such a nervous wreck. You can see it in the way you treat your body. And I used to be ashamed until I learned I love the game. And I slowly move away from everything I knew about me. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. I'm charming, I am sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. I'm charming, I am sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet.